Un plaisir renouvelé de vous savoir fidèle à votre émission dominicale Wikeko. Bonjour à toutes et à tous. C'est désormais connu de tous. Un nouveau jour se lève sur les universités publiques du Bénin. Entre nouveaux modes de désignation des recteurs et douaniens et mise en place de conseils d'administration pour mieux assurer la gouvernance universitaire, eh bien le sous-secteur de l'enseignement supérieur est désormais au cœur de la vague des réformes globalisantes de l'éducation au Bénin. À quoi s'attendre avec cette nouvelle politique de gestion des universités au Bénin? Avec les confrères, nous allons tenter de décrypter le sujet. Et puis, dans la seconde partie de cette émission, nous nous intéressons au Covid-19 qui continue de secouer le monde. Le Bénin n'est pas épargné, vous le savez, et alors que de nouveaux cas sont détectés chaque jour, seulement un peu plus de 72 000 doses du vaccin ont déjà été administrées. Pourquoi cette réticence des populations à se faire vacciner et que faire pour les inciter à se protéger afin d'arrêter la propagation du virus? Eh bien, nous serons avec notre invité pour aborder la question sous toutes ses angles. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous êtes bel et bien sur Wikeko, votre émission dominicale. Tout de suite, c'est le mini-journal. Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'émission Wikeko. Bienvenue dans le mini-journal. Après l'obtention du premier diplôme universitaire, certains jeunes bacheliers ont du mal à faire le choix de leur filière. Le mauvais choix de la série depuis le cours secondaire est l'une des nombreuses raisons évoquées. D'après les sociologues, le choix de la filière et même de la carrière démarre dès les premières années de vie. Les parents doivent être attentifs pour déceler très tôt les talents et les aptitudes de leurs parents pour les accompagner. Nadège Omoladesani a signé le reportage. Je suis étudiant en droit à la FADESP. Bon, avant l'obtention du bac, j'ai fait la série B. Et normalement, je dois aller en économie ou carrément à la FASEG. Mais ce que je n'ai pas fait. Idelphonse, étudiant en droit, regrette d'avoir fait la série B. Pour ses aspirations, c'était un mauvais choix. Pour d'autres, les notes obtenues au bac ont brisé leurs rêves. Moi, je pensais faire l'électricité, mais après le bac, je n'ai pas réussi à avoir les 12 heures de moyenne. Après mon bac, je voulais faire la médecine. Bon, je n'ai pas travaillé en SVT. Ils ont dit SVT physique français, mais je n'ai pas eu la moyenne exacte. Ils ont dit 18, 17, je n'ai pas ça. La carrière d'un homme se prépare dès les premières années de sa vie d'après les spécialistes. Et les parents ont un grand rôle à jouer pour détecter les potentialités de leur progéniture afin de bien les orienter. Dans un environnement où il y a plusieurs jeux, vous verrez qu'il aura d'intérêt peut-être pour un ou deux. À partir de ces jeux-là, vous ferez la lecture de ces centres d'intérêt. Centres d'intérêt en termes de lettres ou en termes de chiffres. Alors, à partir du moment où les centres d'intérêt de l'enfant sont lus, en principe, le rôle du parent, c'est de l'accompagner. Et là, il révèle tout le génie qui est en lui. Et ceux qui ne le connaissent pas l'applaudissent pour dire « il est très bon, il est un génie ». Non, ses parents n'ont fait que l'accompagner pour qu'il devienne ce qu'il doit être. Plusieurs facteurs sont pris en compte lorsqu'on envisage une carrière. En dehors de la passion et de la vocation, il y a aussi les opportunités qu'offre le marché de l'emploi. Aujourd'hui, ce que le monde devient, on a plus besoin d'ingénieurs, on a plus besoin de professions tirées beaucoup plus sur les sciences plutôt que sur les lettres. Ce sont des façonnements, mais chacun a sa vision du monde. Et il n'y a aucun métier qui soit au-dessus des autres. Choisir son métier en fonction de ses aptitudes est la clé pour réussir sa carrière. Mais tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Parfois, il faut s'en remettre au choix du destin.
Parlons à présent du charbon écologique. Beaucoup de foyers africains utilisent principalement le charbon de bois comme source d'énergie pour la cuisson au quotidien en raison du pouvoir d'achat qui ne leur permet pas d'utiliser le gaz et d'autres types de ressources. Cependant, la production du charbon de bois est à l'origine de la déforestation massive. De ce fait, plusieurs jeunes proposent désormais une alternative écologique moins dangereuse que le charbon de bois. Il s'agit de la fabrication du charbon bio. Edmond Humbo et Amandine Aliambossou nous amènent à la découverte. Très économique, le charbon de bois est le combustible le plus utilisé en Afrique. Et pour assurer son utilisation quotidienne, les populations ont recours à la coupe de bois répétée, ce qui engendre inexorablement l'épuisement des ressources forestières. Quand nous voyons tout ça, on a dit il faut qu'on trouve la solution qui va remplacer le charbon de bois pour que nos forêts soient désormais tranquilles. Le charbon écologique semble donc être une alternative très prometteuse déjà en pratique dans plusieurs pays d'Afrique. La matière première, les feuilles de paille, les feuilles de maïs et bien d'autres résidus agricoles. On a commencé l'expérience avec les déchets de karité. Donc nous prenons également toutes feuilles légères. Vous savez, il y a des arbres qui salissent un peu le sol avec leurs feuilles. Nous, on ramasse tout ça là et nous travaillons ça et ça donne le charbon écologique. Mais avant d'obtenir ces briquettes, il faut maîtriser les étapes de la transformation des matières premières. Pour faire la carbonisation, il faut mettre les pailles sèches dans le tonneau et on allume avec l'allumette. Et après l'allumage, il faut contrôler le feu pour que ça ne devienne pas de la cendre. Après, on éteint avec de l'eau. Après la carbonisation, on passe au broyage. Après le broyage, on passe au mélange de la poudre fine. Après, on passe à la production pour obtenir des briquettes. Ensuite, on vient sécher. Il faut compter 3 jours pour obtenir des charbons bien secs. Actuellement, nous sommes en période de pluie, c'est un peu difficile. Donc, nous sommes en train de vouloir mettre en place un four. Avec le four, nous pouvons obtenir notre charbon en moins d'une journée. Au-delà de la préservation de l'environnement, l'utilisation du charbon écologique offre d'autres avantages. Le charbon écologique bio, c'est un charbon qui, d'abord, ne noircit pas le dessous des marmites. Ça a un pouvoir calorifique très élevé et ça ne fume pas. Donc avec le charbon écologique, vous pouvez l'utiliser au salon sans que ça ne salisse votre salon. La mission est claire. Si nous arrivons à mettre dans la tête du Béninois qu'il faut laisser le charbon de bois au profit du charbon écologique, celui qui utilise le charbon écologique, je ne vois pas pourquoi il ira encore utiliser le charbon de bois. La production et l'utilisation en grande quantité de ce charbon écologique pourrait donc à long terme permettre non seulement de réduire le chômage, mais également de protéger les forêts. Aussi vieux que le monde, les panégyriques claniques sont considérés comme un des viviers de l'identité socio-culturelle africaine, plus particulièrement béninoise. Aujourd'hui, de plus en plus délaissée, cette identité culturelle semble perdre de sa valeur. Et pourtant, c'est un patrimoine qui retrace les origines, autant pour moi, d'une famille et peut-être d'une ethnie. Louis Koudobor, Abibat Pio et Ulvaeus Balogun nous parlent ici du sens des panégyriques claniques dans ce reportage. Ceci est l'une des formules les plus efficaces pour amadouer son conjoint ou sa conjointe et ramener la paix dans son couple en cas de discorde. Appelées panégyriques claniques, ces paroles élogieuses retracent les origines d'une famille ou d'une ethnie et varient d'une langue à une autre. Les panégyriques, c'est des paroles vivifiantes que vous sortez et vous adressez à une personne. Et cette parole permet à la personne, même si il est énervé, de changer de position, de pouvoir vous comprendre. Et surtout, ça se passe beaucoup plus dans les foyers.
Parole louangeuse bienfaisante, le panégyrique clanique est d'une importance capitale dans les relations familiales. Cela permet d'identifier une personne, un individu dans son clan, dans sa famille. Grâce au panégyrique, vous savez à peu près ce qu'il faut manger, quel comportement avoir, ce qu'il faut dire, quand il faut le dire. Reconnue pour ses valeurs, cette identité culturelle est de plus en plus ignorée. Constat. Chez nous, dans la langue d'Idacha, on dit Omo Djagoun. Le panier, ça signifie quoi? Non, je ne maîtrise rien ça. Je ne maîtrise rien. Je suis originaire d'Aguagon, à Rouantou d'Akpanou, et tout fin Bianou. Si j'étais averti d'avance, j'aurais pu aller plus en profondeur. Je suis d'Abomey, précisément de Seron. Naturellement, je ne peux pas réciter exactement ce que signifie mon panégyrique. Si maîtriser son panégyrique clanique fait partie de l'identité culturelle et sociétale, sa transmission de génération en génération devient alors impérieuse. Chaque fois qu'une maman a la possibilité d'informer, de chanter les louanges de cette famille dans laquelle elle est arrivée, elle participe déjà à la transmission de cette tradition, de cette richesse-là. Aujourd'hui, à l'école, c'est possible également d'insérer la communication sur les panégyriques en milieu scolaire, dès la base, c'est-à-dire dès le primaire. Au-delà de son caractère laudatif, les panégyriques claniques demeurent un patrimoine identitaire à préserver, vaille que vaille. C'est la fin de ce mini-journal. Ne zappez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun et toute son équipe. Merci à vous, Patrick Adiabodjou. Et on enchaîne avec la revue de presse économique. C'est une présentation de Alexandra Djotan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette revue de presse hebdomadaire. Lutte contre le Covid-19, seulement 21 405 Béninois vaccinés. L'information fait la une du quotidien La Nation en sa parution du mercredi 11 août 2021. À petits pas, mais assurément, la campagne de vaccination contre la Covid-19 bat son plein au Bénin. Selon les récents chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, 70 323 doses de vaccins sont déjà administrées au Bénin avec 21 405 personnes complètement vaccinées, soit 0,2% de la population, détaille le journal. Plusieurs sites sont installés sur l'ensemble du territoire pour faciliter l'accès à cette mesure de prévention, rappelle le quotidien. Le Trésor public béninois, en ce mois d'août 2021, célèbre 60 ans d'engagement. L'information a été relayée par la presse. Déjà 6 décennies que le Trésor public du Bénin appuie l'État, entre autres dans la tenue de sa comptabilité et la réalisation de l'équilibre des ressources, écrit La Nation qui revient sur le parcours de l'institution. En 60 ans de vie, cette structure a connu des mutations de vie, surtout dans les services offerts aux clients. D'un processus purement manuel, cette direction a amorcé depuis 2017 le virage de la dématérialisation, avec pour corollaire les économies d'échelle pour l'État. Mieux, depuis 2019, les questions de satisfaction des clients sont désormais régies par la norme ISO 9001 version 2015, avec entre autres une politique et des objectifs qualité. Cette autre actualité qui également n'est pas passée inaperçue, elle est relative au monde des universitaires au Bénin. Désignation des recteurs des universités nationales,
L'appel à candidature lancé, renseigne le journal du service public. Avec l'adoption des projets de décret, les choses sont allées vite. Les conseils d'administration sont déjà à l'œuvre. Leur toute première mission est de procéder à la sélection des aspirants et l'établissement de la liste d'aptitude aux fonctions de responsables des universités publiques. À terme et conformément aux nouvelles réformes, ces nouveaux responsables seront désignés par nomination en Conseil des ministres. Terminons par l'autre quotidien qui présente le rapport d'étude d'impact environnemental et social global du projet de modernisation infrastructurelle du port de Cotonou. À retenir, les coûts globaux des mesures d'atténuation des impacts négatifs, de prévention des risques et de renforcement des impacts positifs chiffrés à plus de 21 milliards de francs CFA. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. À dimanche prochain. Et je le disais à l'entame de cette émission, un nouveau jour se lève sur l'enseignement supérieur en général et sur les universités publiques du Bénin. Des réformes sont engagées depuis peu par le gouvernement et nous, on en parle dans le décryptage. Les confrères sont déjà installés pour ce décryptage. Samuel Elijah. Samuel, bonjour. Bonjour, Ivaïs. Merci d'être avec nous. À côté de Samuel, Edouard Kachikpe. Edouard, bonjour. Bonjour, Ivaïs. Alors, chers confrères, vous avez certainement, comme moi, entendu que l'enseignement, ou appris que l'enseignement supérieur fera désormais face à des réformes profondes. Est-ce qu'on peut dire qu'il le fallait? Edouard. Oui, merci Ivaïs. Oui, on peut le dire qu'il le fallait, tout simplement parce que nous avons connu des réformes. Quand on prend le système éducatif global, le système éducatif béninois est composé de 3 piliers. Je vais parler du sous-secteur de l'enseignement maternel et primaire, le sous-secteur de l'enseignement secondaire technique de la formation professionnelle et en dernier le sous-secteur des enseignements supérieurs et de la recherche scientifique. Alors, lorsque nous prenons les deux sous-secteurs, je veux parler de l'enseignement maternel, nous avons connu des réformes dans ce sous-secteur-là, mais également des réformes au niveau de l'enseignement secondaire technique, où le gouvernement actuellement a pour volonté de converger 70% des apprenants vers l'enseignement technique, la formation professionnelle, et 30% dans l'ESCG, l'enseignement secondaire général. Donc, le grand absent reste l'enseignement supérieur. Oui, et donc, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et l'enseignement supérieur a besoin également des réformes, justement, pour que cela fasse véritablement le bloc et pour qu'on puisse avoir l'impact qu'il faut, les performances qu'il faut dans le secteur éducatif. Donc, nous avons eu des réformes au niveau des EPS dans l'enseignement supérieur, au niveau des DPS, avec l'organisation des licences nationales, master et tout. Donc, le grand absent reste les universités publiques. Et c'est là où nous en sommes. Les universités publiques ont également besoin des réformes parce qu'il y a beaucoup de choses également à ce niveau à parfaire, à corriger. On va venir sur ces choses-là. Laissez-moi demander à Samuel s'il est de votre avis quand vous dites que l'enseignement supérieur avait besoin des réformes. Je dirais pratiquement la même chose, sauf qu'il faut le voir en 2 volets. D'abord, par principe, oui. Parce qu'après 50 ans quand même, l'université a été créée il y a 50 ans. Après 50 ans quand même, qu'on le veuille ou non, il y a forcément des choses à changer. Même quand on dit, bon, on ne change pas l'équipe qui gagne, on ne change pas le système qui gagne. Le système a quand même duré 50 ans. Il y a forcément des pièces usagers qu'il faut forcément remplacer. Il y a par exemple, je sais pas, la gestion sociale des étudiants, il y a les formations à intégrer, des formations à supprimer, comme les formations où on bavarde beaucoup. Donc, il y a forcément quelque chose à faire. Le président même a dit quelque chose. Je ne retiens pas forcément les mots par lesquels il a dit, mais il dit, il ne faut pas laisser... Nous ne devons pas laisser aux générations futures ce dont nous avons hérité, mais plutôt laisser aux générations à venir les meilleures conditions de formation. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Donc, si
on a ces réajustements à faire, on doit forcément réformer avant d'y arriver. Bon, maintenant, l'autre volet, en réformant, qu'est-ce qu'on met? C'est là la question va se poser. On a dit, par exemple, au niveau de l'organisation, de la structuration de l'université, on va supprimer les élections. Qu'est-ce qu'on y met? Quel avantage cela aura dans la gestion de l'université? C'est là qu'on peut vraiment opiner. Apprécier. Alors justement, Edouard, au nombre de ces réformes-là, Samuel a déjà commencé à le dire, on a annoncé la suppression des élections des recteurs et doyens dans les universités. Est-ce à dire qu'on reprochait quelque chose aux élections? Ok, Samuel et Ivaïs. Donc, oui, qu'est-ce qu'il est important de situer un peu le contexte qui nous a conduit justement à cette restructuration dans la gouvernance ou dans la désignation des responsables des instances dirigeantes des universités publiques. Alors, depuis 2006, l'expérience qui est en cours depuis 2006 dans la désignation des responsables des universités publiques, c'est par voie d'élection. Et c'est ça qui est en cours. Donc, entre-temps, il y a des rumeurs, bon, je ne veux pas dire des rumeurs, mais il y a des voix qui se sont levées puis qui contestaient au niveau que par rapport à cette manière de désignation, qu'il y a quelques insuffisances. Alors, le gouvernement a sollicité les universitaires qui se sont réunis. Et c'est ça qui a fait justement... Oui, mais vous à éducation, est-ce que vous avez, quand certains disent qu'il y a des choses à reprocher aux élections, est-ce que vous avez vent de ces choses-là? Oui, bon, par rapport à ces élections, ce qui est reproché ou ce que nous avons lu dans les rapports, dans le séminaire national qui a eu lieu le 10 juillet dernier, et ce qui est ressorti des différentes interventions, c'est que ce qui est reproché aux élections, c'est que ces élections ont, à un moment donné, favorisé une certaine politisation. Politisation dans quel sens? C'est-à-dire, ce n'est pas forcément le meilleur profil qu'il faut, voilà, à la tête des universités qui occupent le poste qu'il faut, tout simplement parce que, bon, peut-être c'est un monsieur peut-être qui est bien connu dans la communauté, même s'il n'a pas un projet véritablement pour le développement, mais on le choisit compte tenu de sa popularité, compte tenu du suivisme et tout, il arrive qu'il soit à la tête de cette université. Donc, à un moment donné, il faut revoir un peu la chose. Le gouvernement a dit, bon, compte tenu de certaines insuffisances-là, il reprend alors les choses en main, à l'ancienne manière. Voilà, donc c'est ça qui nous a conduit justement à la mise en place du conseil d'administration au niveau des 4 universités publiques, 2 universités pluridisciplinaires et les 2 universités thématiques. Je voudrais d'abord relever quelque chose dans l'intervention d'Edouard quand il parle de politisation, sans forcément être contre ou pour les élections à l'université. Je voulais dire, s'il faut parler de politisation, je crois que peut-être l'autre manière a beaucoup plus de risques de politisation. Beaucoup plus de risques, je dis bien, ça ne veut pas dire que ça va être ça. Parce que l'élection, quelqu'un qui est populaire, n'est pas forcément un politique. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître dans un certain nombre de choses, peut-être à l'université, de par son expérience, de par sa façon peut-être de donner les cours, de par ses aptitudes, etc. Donc, ses pairs ont voulu le choisir comme leur chef. Et puis, c'est aussi étonnant que ce soit les universitaires qui proposent cette réforme, puisque ce sont ces universitaires qui, pendant des années, avaient demandé, exigé par des marches et tout, que ce soit une élection, parce qu'ils veulent choisir eux-mêmes leurs responsables. Et, à mon humble avis, à ce niveau, il y a moins de
politisation possible. Ouais. Je dis bien possible. Oui. Cependant, la réforme qui veut qu'il y ait un appel à candidature n'est pas mauvaise en soi parce que c'est l'autorité qui va désigner en dernier ressort quand même celui-là qui va diriger l'université. Mais auparavant, il y a des techniciens qui vont quand même écouter, suivre le candidat et apprécier donc par rapport à ses aptitudes, son expérience et tout, et donc apprécier s'il est capable de diriger ou pas. Mais qu'on le veuille ou non, comme je le dis, c'est le politique qui, en dernier ressort, va quand même désigner. Et ce qui pourrait constituer un handicap à cette façon de faire, ce nouveau mode de désignation pourrait déjà à l'entame porter des germes même on va dire quoi, de sa non-prospérité. Oui, effectivement, c'est pourquoi je suis d'accord quelque part avec Samuel, parce que la politisation dont on parle également, ça peut se manifester juste à partir de cette nouvelle mode, ce nouveau mode de désignation. Parce que justement, celui qui va être désormais nominé, puisque c'est désormais le gouvernement qui a le dernier mot dans la nomination, c'est vrai que le conseil d'administration est chargé de conduire tout le processus devant conduire à la nomination en conseil des ministres des différents responsables, que ce soit le recteur, les vice-recteurs, le doyen, les vice-doyens et les responsables des unités de formation et de recherche. Mais le problème, c'est que celui qui sera nommé, est-ce qu'il n'aura pas tendance à être redevable envers l'autorité? Donc c'est là la crainte justifiée d'ailleurs que nous avons, nous. Mais sans être un oiseau de mauvais augure, est-ce que vous ne trouvez pas que cette nouvelle approche est beaucoup plus critiquable que l'ancienne façon de faire? Bon, cette nouvelle approche, est-ce que c'est critiquable? Ou c'est parce que cela cadre avec les ambitions du gouvernement que ça va dans ce sens-là? Oui, vous savez, je pense que moi, mon avis, c'est normal, puisque, vous savez, le gouvernement ou l'autorité investit beaucoup dans les universités. Donc, je trouve que c'est quand même normal, quelque part, que l'autorité dise que, bon, à un moment donné, il voudrait avoir un peu plus de regard dans tout ce qui se fait, tout ce qu'il injecte dans le secteur éducatif. Et il y a également beaucoup d'autres réformes qui viennent. Il y a beaucoup de financements, justement, qui vont intervenir dans le secteur. Donc, je pense que c'est de droit quand même que l'autorité puisse avoir un regard. Mais comme je l'ai dit, c'est de tout faire pour que, même si ce serait désormais par nomination, que les responsables qui seront nommés puissent disposer quand même d'un certain... qu'on leur donne la main de pouvoir véritablement mettre en application leurs projets, puisque c'est à partir des projets, justement, quand qui seront justement désignés par le conseil d'administration jusqu'à alors, leur Samuel, nomination. est-ce que vous nourrissez ce doute-là comme moi de voir les universités en griffe désormais dirigées par le gouvernement? Qu'on le veuille ou non, les universités relèvent quand même du gouvernement, c'est de l'enseignement supérieur. Qu'on le veuille ou non, il faut que le gouvernement ait quand même un œil sur ce qui se passe. Et c'est pour ça justement que se justifie le conseil d'administration. Parce qu'un conseil d'administration, que ce soit dans une entreprise ou n'importe quelle structure, le conseil d'administration est chargé quand même de conduire les grandes orientations de la structure. Alors, ce conseil d'administration pourrait être considéré un peu comme un contre-pouvoir qui va quand même équilibrer les pouvoirs si, par hasard, le gouvernement voudrait abuser de son pouvoir sur la gestion de l'université. Je pense bien. Mais cela n'enlève pas que ça a cette faiblesse que lorsque le politique a le dernier mot, il y a toujours une possibilité de critiquer. Et il faudrait que
quelque part qu'on ait une possibilité d'empêcher ces abus-là. Et c'est pour ça que le conseil d'administration est quelque part quand même une bonne chose, même si, encore, le conseil d'administration, dans le conseil d'administration, il y a peut-être le ministère de l'enseignement supérieur ou des politiques aussi. Édouard, quelle est la place de l'étudiant dans ces réformes-là? Oui, et la place de l'étudiant dans ces réformes, c'est au niveau de l'évaluation des enseignants. Vous savez, parmi ces réformes, il y a également une nouveauté, c'est qu'une nouveauté, même si ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, puisque ça existait déjà, seulement que ça a été revu un peu. C'est concernant l'évaluation des enseignants. Les enseignants seront désormais évalués. Oui, évalués. Un peu comme ça se passe dans le secondaire. Oui, un peu comme ça se passe dans le secondaire. Évalués, cette fois-ci avec l'intervention des étudiants. Vous savez, généralement aujourd'hui, ce qui a cours dans les universités, c'est qu'il y a des enseignants, par exemple, qui ne viennent pas régulièrement au cours. Il y a des étudiants qui, peut-être durant toute une année académique, ne voient que leurs enseignants, certains de leurs enseignants, juste 2 ou 3 fois pendant toute une année académique. Ces enseignants-là, peut-être, vont se présenter en début d'année, se présenter aux étudiants, et après, ils envoient leur polycope pour que les étudiants ils se disent, bon, ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes avec les polycopes, ou bien ils envoient les assistants, et c'est peut-être vers la fin de l'année qu'ils reviennent maintenant pour évaluer les enseignants, les étudiants. Alors qu'entre-temps, ils n'ont pas eu à donner toute la connaissance nécessaire qu'il faut. Vous savez, il y a des facultés, ce n'est pas seulement la littérature, il y a aussi également l'accompagnement, il y a des explications qui doivent suivre. Mais quand les étudiants, on ne leur donne pas tout cela, on ne leur donne pas toute cette connaissance-là qu'il faut. Et maintenant qu'on les évalue, après évaluation, on constate que bon, l'étudiant n'a pas donné tout le mieux qu'il faut et il y a eu beaucoup de taux d'échec. On rejette tout le tort à l'étudiant, comme quoi c'est l'étudiant qui n'a pas étudié, alors que l'enseignant également a sa part de responsabilité quelque part. Donc, désormais, pour pouvoir évaluer et voir si ces enseignants-là qui n'arrivent pas véritablement à donner, pour pouvoir situer les responsabilités, l'autorité a décidé que, bon, désormais, les étudiants aussi pourront donner leur avis sur le rendement de leurs enseignants. Donc, c'est une nouveauté. C'est à ce niveau-là que les étudiants interviennent, à mon avis, dans le... Est-ce qu'on a une idée déjà de comment cela va se faire? Pas pour le moment. Pas pour le moment, il n'y a pas, voilà, on n'a pas encore des informations par rapport à ça pour le moment, mais c'est juste ce qu'on sait, c'est que les étudiants auront désormais leur mot à dire dans l'évaluation de leurs enseignants. Cela devrait vous réjouir. Naturellement, que les étudiants aient leur mot à dire dans ces réformes, c'est une excellente chose puisqu'on ne peut pas faire le bonheur des uns contre leur gré. Et on dit, quand vous faites quelque chose pour nous, sans nous, c'est contre nous. Donc, il faudrait que les étudiants quand même puissent avoir leur mot à dire, comme l'a dit Bernard. Mais il faut craindre aussi les émissions, en quelque sorte. On ne sait pas, vous l'avez dit, on ne sait pas réellement comment ça va se faire. Aujourd'hui, on ne sait pas. Une commission est mise en place pour analyser, pour proposer le contenu de ces différentes réformes-là. Bon, c'est une coquille qu'on a pour le moment. Le véritable contenu, on ne l'a pas encore. Donc, attendons de voir le contenu réellement pour pouvoir apprécier. Mais face à toutes ces réformes qui sont annoncées et qui seront mises en place, et on ne sent pas, ou plutôt il n'y a pas cet aspect des franchises universitaires. Parce que depuis toujours, on s'est toujours plaint de l'invasion des forces de l'ordre, par exemple, dans nos universités. Ce problème-là semble être mis de côté. À mon avis, comme je venais de le dire, le contenu réel n'est pas encore complètement défini, n'a pas encore fini de montrer effectivement ces différentes facettes. Pour ma part, comme vous le dites, on ne peut pas occulter les franchises universitaires. On l'a connu, comme vous l'avez dit, depuis 50 ans, les franchises universitaires n'ont presque jamais été respectées. Parce qu'on dit, une université, c'est un État dans un autre. Et
c'est pour protéger justement le savoir. C'est un lieu de savoir. C'est comment dit-on, un périmètre scientifique. En fait, dans le pays. Ouais. Donc, il faut qu'on puisse intégrer les franchises universitaires. Mais cela ne veut pas, n'occulte pas quand même l'intervention de la force armée si il y a des abus. Ouais. Parce qu'on ne suit pas souvent aussi les règles. Quand le recteur tousse, on n'est pas d'accord, on commence par brûler les amphis. Donc je crois que dans ces conditions, le recteur a quand même la possibilité de faire appel aux forces de l'ordre. Donc les franchises universitaires, oui, mais les abus, non. Non. Edouard a même quelque chose à dire par rapport aux franchises. Par rapport aux franchises universitaires, oui, c'est vrai, je soutiens tout à fait Samuel dans son développement. C'est vrai, les franchises universitaires, nous avons eu ce problème-là où on dit que l'université c'est un lieu sacré où les forces de l'ordre ne doivent pas intervenir n'importe comment, n'importe où. Et c'est ce que nous avons souhaité, c'est le souhait. Les forces de l'ordre vont intervenir, mais que ça ne soit pas systématique. Même il y a juste un petit mouvement. Déjà, on envoie les forces de l'ordre, il faut éviter ça. Donc, à ce niveau-là, nous avons constaté qu'effectivement, dans les réformes, cet aspect n'a pas véritablement été abordé. Mais ce qui, moi, beaucoup plus, l'aspect que moi, je n'ai vraiment pas remarqué dans les réformes, mais qui, pour moi, est vraiment capital, c'est justement l'offre de formation. Vous savez, au niveau de l'offre de formation, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à revoir. Parce que vous prenez aujourd'hui les amphis, certaines facultés à gros effectifs, nous avons ce problème-là aujourd'hui. Je donne l'exemple de la FADESP, par exemple, qui sort, où il y a 60 000 diplômés, par exemple, qui attendent, qui sont formés, qui sont diplômés, qui ne sont pas... Ils ne trouvent pas de boulot à la sortie. Qui ne sont pas dans le système, alors que chaque année, 8 000 nouveaux bacheliers viennent encore engrossir les rangs dans les facultés. C'est des questions sur lesquelles, normalement, ces réformes doivent pouvoir se pencher également. Ce n'est pas seulement la FADESP, il y a d'autres facultés également à l'université où vraiment ce problème d'adéquation, formation, emploi cause problème. Donc il est quand même urgent pour moi, à mon avis, que ces réformes-là tiennent compte également de cet aspect-là qui est très important également pour la bonne gouvernance et pour la performance du secteur, du sous-secteur de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Et c'est justement dans ce cas que moi je parlais d'enseignement à intégrer ou à supprimer, comme les enseignements où on bavarde beaucoup. Espérons que la commission mise en place puisse travailler à éviter que ces enseignements-là ne perdurent. On bavarde beaucoup. Pour reprendre le mot, ça vient. Merci à vous, chers confrères, pour ce plateau de décryptage. On va installer à présent le dossier de la semaine. Le Bénin passe ces derniers jours des heures difficiles. Le rythme d'admission des malades de Covid-19 dans les centres de prise en charge s'accélère et la situation est très préoccupante. Tenez, du lundi au mercredi dernier, le pays aurait enregistré 1087 nouveaux cas selon l'Organisation mondiale de la santé. Que faire pour arrêter la saignée? On installe notre invité avec cet élément. Ici, au Palais des Congrès de Cotonou, le nombre de personnes venant se faire vacciner sonne comme une réponse à l'appel lancé par le premier responsable de la santé. C'est vrai qu'au début, il n'y avait pas tellement d'engouement, mais actuellement, nous avons un réel engouement sur le terrain. Je fais partie de ceux qui décourageaient tous ceux qui voulaient prendre la décision de le faire. Bon, je me suis surprise en train de me faire vacciner là maintenant. Il y a eu plusieurs rumeurs sur les vaccins. J'ai pris le temps de réfléchir, d'examiner et de prendre une décision parce que c'est une grande décision. Sur place, il faut signer une fiche de consentement avant la vaccination. Il faut également choisir le vaccin à prendre. Hier, j'ai été dans un centre de santé pour demander les différents types de vaccins qu'il y avait. Donc il y avait l'agent qui me faisait comprendre que contrairement à certains vaccins, le vaccin Johnson, avec le vaccin Johnson, vous avez la possibilité, lors d'un voyage, de vous faire accepter dans certains pays.
Donc on a préféré le vaccin Johnson. J'ai eu à poser des questions à plusieurs de mes amis et de mes parents qui sont à l'extérieur aussi. Ils en ont pris, bon, c'est eux qui m'ont conseillé le Johnson. À l'ancien site de dépistage au niveau du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, le même exercice est en cours. Le vaccin préféré par ceux présents est aussi l'américain. Je ne peux pas quand même évaluer la qualité des vaccins, je n'ai pas les compétences, mais moi je l'ai choisi parce que c'est dose unique. C'est mon père qui m'a obligé à le faire. J'ai choisi le vaccin américain. Pourquoi? Parce que c'est une seule dose. L'autre là c'est 2 doses. Pour la directrice départementale de la santé du littoral, cette préférence unanime ne signifie en rien l'inefficacité des autres vaccins. Les vaccins que nous injectons sont sûrs et efficaces. Juste là, nous n'avons que quelques effets secondaires mineurs comme pour tout autre vaccin. Actuellement, nous avons le vaccin chinois Coronavac et nous avons le vaccin Janssen de Johnson & Johnson. Et là, le réapprovisionnement pour le vaccin AstraZeneca est en cours. La vaccination est gratuite sur toute l'étendue du territoire. 9 sites sont dédiés à la vaccination dans le département du littoral. Outre ceux cités, on compte aussi la direction départementale de la santé CISA-Plakodji et le CNHU. Et voilà qui plante si bien nos échanges ici. Notre invité sur ce plateau, il est le docteur l'appelle, docteur Landry Coclé. Il est le directeur de la vaccination et de la logistique. Bonjour docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Oui, ça va. Et merci, ça va très bien. Et à côté de moi pour conduire les échanges, Rodrigue Babagwito. Balogun, c'est un plaisir d'être encore avec vous ce dimanche. Mesdames, Messieurs, c'est aussi un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Alors, sans transition, Landry Coclé, vous êtes directeur de la vaccination et de la logistique à l'Agence nationale des soins de santé primaire. Le Bénin fait face à une résurgence. Aujourd'hui, l'heure est-elle vraiment grave ? Je ne dirais pas que l'heure est grave, je dirais plutôt que l'heure est préoccupante au regard des tendances inhabituelles auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Lorsque vous parlez de tendances concrètement, dites-nous. Vous savez, les maladies, on les surveille. En termes de nombre de personnes qui sont contaminées, qui rentrent à l'hôpital. Bon, depuis quelques semaines, on voit que les chiffres commence par augmenter, donc, et puis on s'en préoccupe. Donc, mais on a déjà des dispositifs de contrôle sur le terrain et je pense que c'est juste faire l'appel à la vigilance qu'il faudra encore accentuer et amener les populations à adopter les bons comportements. On va revenir aux mesures de contrôle dont vous parlez, mais déjà dans les centres de prise en charge, est-ce que c'est l'affolement ou la situation est gérée de façon convenable? Oui, je pense que la situation est gérée de façon convenable parce que nous avons l'expérience déjà dans la gestion de cette crise, avec ce qui s'est passé depuis l'année passée. On a appris beaucoup, on anticipe beaucoup et je pense que la situation est quand même assez bien gérée parce que vous avez pu avoir le témoignage de certains qui ont été pris en charge et qui vous ont rassuré que les équipes sont assez professionnelles et maîtrisent bien la situation. Mais qu'est-ce qui explique cette résurgence soudaine? C'est classique avec les épidémies, d'une manière générale, où vous avez des moments où ça monte, peut-être en rapport avec la saisonnalité. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Et c'est pas aussi, la Covid-19 n'échappe pas à ces allures. On parle de vagues. On avait connu une en juin, si vous vous rappelez, de l'année dernière. Nous traversons presque des périodes similaires. Donc, c'est des questions de saisonnalité. On a aussi en décembre. Si vous prenez le paludisme, vous avez ça. Vous avez des moments où il y en a beaucoup, il y en a où ça descend. Donc, c'est du classique avec les épidémies. Oui, mais moi j'ai une question. Quand vous dites que la situation dans les hôpitaux semble, dans les centres de prise en charge, est-ce qu'on a suffisamment de médecins? Parce que là, on nous a annoncé en 72 heures un cas drastiquement élevé, plus de 1000 cas qui ont été dénombrés. Est-ce que toutes ces personnes-là ont eu droit tout au moins à chacun un médecin? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit,
nous avons déjà traversé ça. Ouais. Et donc, nous avons un plan de résilience, un plan de gestion de ce genre de situation qui est en place. Ce n'est pas nouveau. Peut-être l'année dernière, c'était la première fois qu'on a affronté, c'était plus dur, mais maintenant, ce n'est pas la première fois. Les équipes sont en place. Et dès que les chiffres commencent à atteindre des seuils que nous savons que c'est des seuils critiques, le dispositif se déploie. Et je voudrais rassurer qu'effectivement, les équipes sur le terrain sont à pied d'eux pour limiter les dégâts, je peux dire aussi. Mais lorsqu'on sait par exemple qu'il faut 200 bouteilles d'oxygène par jour pour pouvoir gérer cette résurgence-là, est-ce que réellement le Bénin, vous pouvez nous rassurer que le Bénin a les moyens? Parce que sous d'autres cieux, on a pu voir certains pays comme la Tunisie où il n'y avait plus du tout d'oxygène. Oui, le Bénin n'est pas encore dans ce scénario, fort heureusement. On espère qu'on n'y arrivera pas, mais déjà... Comme je l'ai dit, le Bénin a quand même une expérience assez solide déjà, et basé sur cette expérience, anticipe beaucoup. J'ai suivi un de nos reportages qui a fait ressortir les investissements et la qualité du travail. Juste que quand on donne certains chiffres, c'est pour que la population sache qu'il y a des lignes qui bougent et qu'il y a des comportements aussi qu'il faut adopter pour... c'est de la vigilance en fait sanitaire, rien d'autre. Sinon, je pense qu'on a assez de maîtrise. Et quand vous voyez même les chiffres du Bénin comparés à d'autres chiffres, c'est des chiffres assez maîtrisés. Tout à fait. Mais est-ce que aujourd'hui, puisqu'on sait que pour ce qui est de cette résurgence, ce n'est plus uniquement les personnes ayant de comorbidités qui sont atteintes, et les jeunes également sont atteints par, la COVID-19. Qu'est-ce qui explique ça? Oui, c'est pour cela qu'il faut attirer l'attention des populations, parce que c'est un virus, vous avez vu, qui mute beaucoup. Donc, et c'est classique aussi avec les virus. Quand on laisse un virus dans un environnement où l'immunité est assez faible, c'est-à-dire les gens ne sont pas suffisamment protégés ou vaccinés, il a tendance à faire des fausses copies. Et ces fausses copies, qu'on appelle des variants aujourd'hui, sont un peu parfois plus virulents que les premières copies. Donc, ce qui fait que si les premières copies étaient moins pathogènes pour des sujets donnés, les nouvelles copies le sont beaucoup plus. Donc, ce qui fait que vous avez des tendances à avoir des groupes cibles qui se sentaient beaucoup plus résistantes, qui sont aujourd'hui touchés par la pandémie. Effectivement, ce que vous dites, ce n'est pas faux. On voit que de plus en plus, il y a des sujets jeunes qui se vantaient d'être les sujets les plus résistants il y a un an, mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les choses évoluent. Ils sont aujourd'hui aussi vulnérables que toutes les personnes. Alors, à vous entendre, diriez-vous que le variant Delta serait déjà au Bénin? Je ne pourrais pas le dire, mais ce qui est sûr... il y a une légère mutation c'est peut-être à craindre certainement, mais je ne pourrais pas dire parce que je n'ai pas des études de génomique pour confirmer cela. Mais de toutes les façons, en matière d'épidémie, la question n'est pas est-ce que c'est au Bénin ou pas, parce que quand on est dans une pandémie, quand il y a un cas dans le monde, il faut considérer que tous les pays sont atteints et s'en prémunir très tôt. Ce n'est pas si c'est au Bénin ou pas le problème, ça circule dans d'autres pays. Il faudrait alors adopter des comportements pour que cela ne soit pas aussi des situations que vous avez décrites tout à l'heure dans notre pays. Landry Coclet, vous êtes directeur de la vaccination et de la logistique. Depuis le 29 mars dernier, le gouvernement béninois a lancé la campagne de vaccination anti-Covid-19. À ce jour, quel point peut-on faire? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, à ce jour où nous avons lancé la vaccination, au départ, c'était un peu timide, il faut l'avouer. Les populations, l'engouement n'y était pas. Je pense que cela se comprenait par des situations de mauvaises informations qui circulaient, des craintes de la population, entretenues entre autres par des réseaux sociaux. Et cela a fait qu'il y avait des hésitations. Donc, et cela a plombé, il faut le dire, dès le début, la vaccination ou les postes n'étaient pas suffisamment fréquentés. Mais en même temps, ces craintes se sont dissipées. Les gens sont devenus de plus en plus confiants en ce que nous faisons et les chiffres ont commencé par remonter. Et puis,
Avant, nous stagnions plus des chiffres de 10 000, 20 000, mais actuellement, nous flambons. Nous avons déjà franchi les 70. Je pense que nous tendons vers les 100. Oui, nous 100 000 personnes avec vaccinées. le rythme auquel nous vaccinons actuellement, c'est sûr que nous allons toucher les 100 d'ici quelques jours. Il n'y a pas de risque que le vaccin finisse et qu'il y ait... Non, pas du tout. demandeurs. Vous avez suivi l'arrivée de Johnson. Nous en avons eu 300 000. Donc, Qu'en est-il alors des effets secondaires des vaccins? Oui, les effets secondaires. Aujourd'hui, on en sait beaucoup sur les vaccins Covid. Et on sait que les effets secondaires ne sont pas différents des effets secondaires des vaccins qu'on a l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. Ça, c'est sûr. Donc, il y a eu de la panique, de la confusion, du stress. Ça, je vais mal le dire. Je le dis à des collègues. Je dis, quand vous partez sur un poste de vaccination et que vous êtes déjà stressé, vous aurez un effet secondaire lié au stress. Donc, alors que si vous allez faire un vaccin comme fièvre jaune, vous n'êtes pas stressé, vous n'aurez pas d'effet, alors qu'en fait, le principe reste le même. Donc, il n'y a pas eu d'effet secondaire, je l'ai encore dit à des collègues ce matin, spécifiques au vaccin Covid. C'est des effets secondaires classiques pour toute la vaccination. Exemple d'effets secondaires. Oui, vous avez des réactions immédiates au point des douleurs. Je ne pense pas qu'il y ait de vaccination sans douleur au site. Vous avez de la fièvre, c'est normal, parce que le vaccin, comment il fonctionne, c'est un leurre qu'on vous fait. Au lieu de vous donner un virus lui-même virulent, on vous donne un leurre et votre organisme réagit comme si il était en présence. Mais l'idée derrière, c'est de faire créer de la résistance pour que vous puissiez un jour mieux affronter le virus. Donc la réaction que vous avez habituellement, c'est d'avoir de la fièvre, c'est logique, parce que votre organisme s'emballe. Ça peut être exagéré, mais c'est lié aux susceptibilités individuelles. Nous ne réagissons pas tous de la même façon dans des situations données. Certains pleurent dans des situations, d'autres rient. Donc l'organisme réagit ainsi. Ensuite, vous pourrez avoir de la fatigue. Vous pourrez avoir des maux de tête et tout. C'est du classique. Et souvent, c'est pour cela que moi, je dis souvent à ceux qui se vaccinent, quand vous le faites, il faut vous reposer. Parce que la plupart de ceux qui m'ont appelé, qui ont eu des problèmes, c'est souvent la première question. Mais quand tu t'es vacciné, qu'est-ce que tu as fait? Ah non, je suis allé bosser, je suis allé faire. Je dis, mais je pense que, étant donné que ton organisme, en cette période, sera soumis à un challenge immunologique, il faudrait peut-être se ménager ne serait-ce qu'une demi-journée, essayer de gérer et puis ne pas épuiser l'organisme qui est dans un dispositif de création de mécanismes de défense pour ne pas aussi exacerber les effets secondaires. Mais est-ce vrai que ceux qui sont déjà vaccinés sont encore susceptibles de contracter le virus? C'est possible. C'est une rumeur qu'on entend. C'est possible et ce n'est pas aussi spécifique à la COVID. Nous en venons aux questions d'efficacité vaccinale. Bien sûr. Pour tous les vaccins, il n'y a aucun vaccin qui a une efficacité à 100%. Les meilleurs, c'est autour de 90, 95. Et ça encore en dose complète, c'est-à-dire des gens qui ont pris une dose booster, c'est la deuxième dose et tout ça. Donc, c'est possible qu'il y ait des contaminations après vaccination. Il y a plusieurs paramètres. Il y a cette fenêtre d'efficacité dont j'ai parlé. Il y a aussi que est-ce qu'au moment de la vaccination, l'infection n'était pas en cours. Il y a aussi la qualité de l'acte vaccinal. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte pour pouvoir expliquer. Mais c'est des situations extrêmement rares. Ça, il faut le dire. Et tous les vaccins que nous avons à ce jour, est-ce qu'ils sont certifiés Oui, parce que nous avons des vaccins qui sont homologués OMS, qui ont la licence OMS. Donc, nous ne pouvons que utiliser ces vaccins. Et rappelez-nous déjà quels sont ces vaccins-là dont nous disposons aujourd'hui. Actuellement, l'offre vaccinale sur nos sites se résume, tel que vous l'avez vu sur votre reportage, au Janssen de Johnson & Johnson et au Sinovac qui est là depuis, au Coronavac de Sinovac. Il y a l'AstraZeneca que nous avons administré jusqu'à épuisement des stocks, mais comme je l'ai dit, des arrivages sont annoncés. Il n'y a pas de crainte. Et pour l'AstraZeneca, je pense que l'intervalle interdose est assez maîtrisé et je rassure ceux qui ont eu une dose que l'OMS nous dit, en fait, c'est des intervalles minimums. Donc, il ne faut pas avoir de crainte. Vous aurez votre seconde dose. Plus l'intervalle est long, mieux l'immunité est. Est-ce que la préférence de certains pour un vaccin
contrairement à un autre, ne pourrait pas conduire à, je dirais, peut-être une pénurie? Non, à ce jour, nous suivons justement les mouvements de stock et les mouvements de sortie de vaccins. Et en fonction de ça, nous ajustons au fur et à mesure les arrivages. Nous voyons que ce vaccin est moins préféré, donc il faut ajuster les commandes ou les arrivages sur ce vaccin. Par contre, celui-là, apparemment, il a l'engouement et il faut aussi ajuster. Je pense que les préférences, c'est un peu comme ça que nous les gérons, et il ne faudrait pas aussi que les gens, comme la directrice l'a dit sur le reportage que j'ai vu, se laissent emballer par tel est mieux que l'autre. Tous les vaccins se valent, ils ont juste des spécificités. Un peu quand vous allez prendre votre bière, vous en avez plusieurs gammes, chacun prend ce qu'il veut, mais l'effet reste le même. Voilà. Alors, vous êtes directeur de la vaccination et de la logistique, mais qu'est-ce qui est prévu pour que réellement pour avoir un nombre plus accru de personnes vaccinées? Qu'est-ce qui est fait? Oui, déjà, on communique parce que les gens, comme je l'ai dit au début, ils hésitent. Parce qu'ils ont été pris de court par des fausses informations. Donc, il faut combattre ces fausses informations et rassurer. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai toujours dit, personne n'est contre la vaccination, mais les gens ont besoin juste d'être rassurés. Donc, on communique et je vous remercie déjà pour tout le travail que vous faites parce que j'ai vu que vous avez fait un gros boulot. Franchement, j'ai été surpris agréablement par le professionnalisme et la qualité. Ça n'a pas été le cas dans tous les pays, mais ici, franchement, c'était du propre dans les reportages, dans ce qu'il faut dire. Donc ça, on le fait. On adapte les stratégies aussi. Nous avions une stratégie des postes fixes, où on vous dit, je pense que par voie de presse, vous avez aussi partagé les postes. Maintenant, nous faisons même des postes mobiles où nous allons vers des groupes organisés qui, pour des raisons de disponibilité horaire, n'arrivent pas à aller vers les sites, mais nous pouvons aussi le dire très bien. Dites-nous combien vous êtes, nous allons nous organiser et puis on prend rendez-vous, on vous vaccine. Donc il y a cette adaptation aussi des stratégies qui est en cours pour pouvoir atteindre le plus grand nombre. Est-ce qu'on pourrait en arriver à forcer les populations à se vacciner? C'est pas... En matière de santé, on ne force pas les populations, on les recommande de se faire vacciner. Par contre, je vois là où vous voulez en venir, on devra... Bien sûr, sous d'autres cieux, on a le pass sanitaire qui est obligatoire pour quelque activité. Le pass sanitaire, ce n'est pas une force, c'est de la sécurité. C'est un dispositif de sécurité. Mais en arrière-plan, pour que vous puissiez prendre part à tel ou tel événement, par exemple, il faut forcément que vous fassiez vacciner. Il faut que le gouvernement s'assure que vous n'êtes pas un risque. Je vais vous donner un simple exemple. Oui. C'est un peu l'assurance des véhicules et la visite technique. Vous êtes libre de ne pas le faire, mais on va contrôler. Parce que quand votre véhicule n'est pas assuré ou n'a pas de visite technique, il constitue un risque pour les autres et pour vous-même. Et le gouvernement a le devoir de protéger. Aujourd'hui, si on vous dit d'aller à une manifestation, on vous dit que ceux qui sont pas à risque pour la Covid, c'est ceux qui sont vaccinés correctement et complètement, ou ceux qui sont négatifs PCR. Mais il faudra le prouver. Sinon, si vous allez, vous prenez des risques. Donc, on ne peut pas laisser des personnes prendre des risques, sachant que quand ils prennent ces risques, ils peuvent finir en milieu hospitalier et voir les images que vous avez vues dans les centres de prise en charge. Donc, il faut arriver à mettre en place un dispositif où les risques, quand les gens veulent se mettre ensemble, sont minimisés. Cela va se traduire par ce qu'on appelle le pass sanitaire dans certains pays, certificat de vaccination, etc., etc. Mais il faut qu'on sache que quand nous sommes plus d'un certain nombre à se réunir, nous sommes tous vraiment à moins de risques. Comme si vous avez une file de véhicules, vous êtes sûr que si tous ont l'assurance, tous ont la visite technique, le risque est minime pour la population en termes d'accidents ou d'incidents. Et lorsqu'on va se faire... Oui, allez-y. Allez-y, parce que moi je veux conclure. Ah non, vous ne concluez pas tout de suite. Ivaïs Balogo. Landry Coclé, dites-nous, lorsqu'on se fait vacciner, lorsqu'on reçoit le vaccin anti-Covid, est-ce qu'on a droit à un carnet ou c'est plutôt à un code screen qu'on a droit?
Non, quand vous faites vacciner sur nos sites, on vous donne un carnet de vaccination international qui est un carnet recommandation OMS bien fait et puis qui comporte un code juste pour valider l'authenticité de vos données pour qu'on n'ait pas de la trafic, la triche parce qu'on peut reproduire le carnet. Donc après, le code vous prend dans une base de données. Après, si il faut instaurer le pass ou un certificat, les données de ce code vont nous permettre de certifier que les gens ont été effectivement vaccinés dans notre système et que nous les reconnaissons. Alors, je vous donne un dernier mot. Un mot de fin. Un mot de fin. Je vous permets de lancer peut-être un appel. Le mot de fin, c'est déjà vous remercier, lancer l'appel. C'est la vaccination, elle est efficace. C'est une chance pour l'humanité d'avoir pu avoir un vaccin Covid. Donc, ça va réduire les décès, ça va réduire les morbidités de la maladie. Et nous exhortons tout le monde à se faire vacciner. Les postes sont ouverts, les vaccins sont disponibles. Merci. Merci à vous, Landry Coclé. Merci. Se faire vacciner, c'est se protéger soi-même, protéger les autres. Allons donc tous nous faire vacciner. Merci pour votre aimable attention. C'est sur cet appel que prend fin votre émission Wikeko, à retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, sur la page Facebook de Bénin Business 24 et sur la page Facebook de votre émission Wikeko. Portez-vous bien et à dimanche prochain.